Est-ce que vous aimez la violence? Quelle que soit la réponse, le jeu dont on va parler aujourd'hui est violent, probablement plus qu'un GTA ou qu'un Mortal Kombat. Et pourtant, à la base, c'est un petit jeu indé en pixel art, développé par 2 Suédois. Et, au fond, ce jeu nous montre de la violence pour questionner la violence. Hotline Miami, c'est une machine à rythme ultra précise, publiée à une époque où les petits jeux gore et stylisés commençaient à prendre beaucoup de place dans le paysage. Alors, aujourd'hui, on va parler de violence, de culpabilité, de téléphone qui sonne et de ce que ça raconte de nous, joueurs, quand on clique sans hésiter sur recommencer. Quand je lance une nouvelle partie, le jeu ne me balance pas tout de suite dans une ruelle pleine de mafieux russes, non. Il m'assoit d'abord dans une pièce qui ressemble plus à une mauvaise soirée sous acide qu'à un tutoriel. Je me retrouve dans une sorte de salon crade, perdu dans le noir, et face à moi il y a 3 types, assis sur des chaises, chacun avec une tête d'animal, un cheval, un coq et une chouette, Don Juan, Richard et Rasmus, comme la communauté les appellera. Le coq est entouré d'une lueur jaune, le cheval d'un bleu plus neutre, la chouette d'un rouge agressif. Il ne m'explique pas les touches, il ne m'explique pas l'objectif. En fait, il ne m'explique rien. Il me parle comme si on se connaissait depuis longtemps, comme si j'avais fait quelque chose de très grave et que j'étais le dernier à être au courant. Le cheval me demande si je me souviens de qui je suis, et tout de suite, il ajoute que si ce n'est pas le cas, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que se rappeler qui on est, ça veut aussi dire se rappeler ce qu'on a fait, et lui, clairement, a l'air persuadé que mon personnage a fait des choses abominables. Le coq, lui, se place au milieu, presque calme. Il me dit qu'on s'est déjà rencontrés, un 3 avril, et qu'il sait que je peux me souvenir. La chouette, en revanche, n'en a absolument rien à faire. Elle me dit qu'elle ne me connaît pas et qu'elle préférerait que je dégage. 3 silhouettes, 3 couleurs, 3 attitudes et moi au milieu, complètement largué à me demander si je lançais un jeu d'action ou une consultation chez le psy. Écran noir. 3 avril 1989. Je me réveille dans l'appartement de Jacket, le protagoniste. D'ailleurs, Jacket n'est jamais prononcé dans le jeu, c'est un surnom inventé par les joueurs à cause de son blouson universitaire. On va l'appeler Jacket. Notre personnage ne parle pas, c'est un personnage muet comme Gordon dans Half-Life. Tout le monde parle autour de lui, mais lui, il reste un trou béant au centre de la conversation. Le lieu est minuscule, sale, saturé de petits détails qui te disent clairement que le gars n'est pas au top émotionnellement. C'est le genre d'intérieur que tu imagines chez quelqu'un qui vient de traverser une rupture, qui fume trop, qui n'a plus vraiment de raison de ranger quoi que ce soit. Le téléphone sonne, une voix anonyme très calme, pas du tout menaçante en apparence, me demande d'aller chercher des biscuits à la boulangerie. Ça pourrait passer pour une erreur de numéro, mais quand je sors de l'appartement, une boîte m'attend devant la porte. Dedans, un masque de coq, celui qu'on a vu dans la scène étrange avec les 3 figures animales. Et surtout, un message. L'échec est inadmissible. Nous vous observons. Là, le ton change immédiatement. On n'est plus dans la livraison de cookies, mais dans la mission commanditée par des gens qui savent exactement où j'habite. Je mets le masque, et c'est là que le vrai Hotline Miami commence. Je débarque au premier niveau sans trop savoir ce que je fais. Vu du dessus, quelques pièces, des murs, 2 ou 3 silhouettes qui tournent en rond. Et moi, ce type en blouson avec une tête de coq. Je teste les touches, je me déplace, je donne un coup. Le premier ennemi tombe en une seule attaque. Un hit, une mort. Puis un deuxième arrive, j'hésite une demi-seconde, je me plante, et je meurs en un seul coup aussi. Retour écran, sauf que il n'y a pas vraiment d'écran de retour. Pas de chargement, pas de fondu dramatique, juste un flash, et je suis déjà de nouveau à l'entrée du niveau. Ça fonctionne comme dans Super Meat Boy, sauf que ce ne sont pas des scies qui nous découpent, ce sont des mafieux qui nous tuent. La musique n'a même pas le temps de s'arrêter. Elle continue de dérouler ses basses lourdes et ses synthés comme si ma mort n'avait pas existé. Je comprends très vite que c'est la règle du jeu. Un contact en tir, un coup mal placé et tu es mort. Mais ce n'est pas grave, parce que tu repars instantanément. Au début, je joue comme dans n'importe quel jeu d'action. Je fonce, je frappe, j'improvise. Et le jeu me punit. Un type derrière une porte, un autre derrière une fenêtre, une demi-seconde, et c'est fini. Flash, mort, retour. Pas de pause, la musique continue. Et là ça monte, un contact, un tir, un pas de travers, mort. Recommencer, très vite. Chaque mort est une information en plus. Je découvre le plaisir très particulier de la violence dans ce jeu. Ce n'est pas juste tuer, c'est optimiser la façon de tuer. Les armes ne sont pas seulement des moyens, ce sont des paramètres d'une équation. Tout peut être utilisé pour assommer, trancher, fracasser. En pixel art, ça pourrait être abstrait, mais l'animation est suffisamment lisible pour que je sache exactement ce que je suis en train de faire. Je découvre aussi que je peux lancer mes armes. Une batte, par exemple, part à travers l'écran, heurte un garde à l'autre bout d'un couloir et me laisse juste le temps de courir pour l'achever. Si je traîne, il se relève et c'est moi qui finis étalé. Je comprends que je peux ouvrir une porte en pleine tranche d'un adversaire pour le projeter au sol, puis utiliser ce court instant pour préparer la suite. Le jeu continue à m'aligner humiliation puis récompense. Tout ça se fait à une vitesse débile. Et surtout, le jeu refuse de m'accorder une respiration tant que la mission n'est pas terminée. Et quand le dernier ennemi tombe, c'est un changement brutal. Le niveau que je viens de traverser comme un possédé est soudain silencieux. Et pour la première fois depuis plusieurs minutes, je dois marcher, pas courir, pas foncer dans la prochaine pièce, juste retraverser, dans l'autre sens, tout ce que je viens de faire. Les cadavres, les flaques de sang, les tripes, l'itinéraire optimisé que j'ai mis 5, 10, 15 essais à perfectionner devient un couloir de souvenirs figés. Le jeu ne me demande plus de réfléchir, juste de regarder. Au bout, je récupère la mallette qui faisait l'objet du contrat. Je sors du bâtiment, je vais la jeter dans une benne à ordures comme demandé. Et là, petite dissonance. Un SDF m'a entendu, il me surprend.
J'acquête le matraque, le tue à coups de batte, et immédiatement après, il se penche sur le côté et vomit. C'est le premier moment qui casse l'image du tueur froid. On vient de passer plusieurs minutes à exécuter des gens sans que le personnage ne bouge un sourcil, et c'est seulement quand il abat un innocent que son corps réagit. Moi, en tant que joueur, je suis surtout satisfait d'avoir enfin fini le niveau. Lui, visiblement, non. Pendant une seconde, nos deux réactions ne coïncident plus. Une fois ce sale boulot terminé, j'ai droit à une récompense. Retour à la voiture, transition, et me voilà dans une supérette. C'est la première fois que je rencontre Beard, le type barbu derrière le comptoir. Contrairement à tous les autres, lui a l'air normal, sympathique même. Il me parle comme si on se connaissait depuis longtemps, s'inquiète du fait que je n'ai pas donné de nouvelles depuis ma rupture, me glisse quelques phrases qui trahissaient un passé plus banal, soirée, relation, vie sociale. Puis il m'offre une pizza, c'est pour la maison, comme si j'étais un habitué qu'il a envie d'aider à remonter la pente. Et là la boucle se met en place. Appartement, appel bizarre, boîte devant la porte, massacre, arrêt dans un lieu normal, retour à l'appartement. La mission suivante arrive par téléphone, comme la première, avec un langage codé ridicule. On nous demande de discipliner des enfants turbulents, dans une rue. Je sais désormais que ça veut dire aller tuer un groupe de types dans un immeuble. Cette fois, un nouveau masque s'ajoute à ma collection, une chouette. Sa particularité, c'est de révéler des secrets dans les niveaux, des petites lettres disséminées dans le décor. Plus je progresse, plus le jeu commence à me proposer de nouveaux outils. Je débloque Tony, le tigre, qui transforme les poings en armes létales. Plus besoin de finir les ennemis au sol, un coup et c'est réglé. Très pratique pour enchaîner des combos au corps à corps sans perdre de temps. J'ai l'impression de jouer à Hades, je réfléchis à la meilleure solution, je recherche l'optimisation pour mon prochain massacre. Dans d'autres niveaux, je croise mes premiers chiens, rapides, imprévisibles, insensibles aux armes de jet. Ils me ruinent des runs entières en surgissant de nulle part. Et évidemment, il existe un masque qui désactive complètement cette menace. Avec lui, les chiens ne m'attaquent plus. Problème réglé, mais au prix d'autres bonus que j'aurais pu choisir. Le jeu me laisse constamment arbitrer entre confort et variété. Un masque augmente le nombre d'armes à feu dans le niveau, un autre booste la quantité de munitions, un autre encore rend les coups de porte mortels. Si j'active celui-ci, je peux littéralement transformer un battant de porte en guillotine. D'un côté, ça me donne un sentiment de puissance ridicule pour un simple clic gauche, de l'autre, ça renforce cette impression d'être en train de résoudre un casse-tête morbide plutôt que de survivre à des affrontements réalistes. À force de recommencer les mêmes salles, au revoir la peur, bonjour l'optimisation. À un moment, je me rends compte que je ne regarde même plus vraiment les ennemis comme des personnages. Je vois des trajectoires, des timings, des angles d'attaque. Mon cerveau finit par enregistrer les niveaux comme une séquence de gestes à enchaîner sans penser. Je lance, je frappe, je ramasse, je tire. C'est comme apprendre à taper au clavier sans regarder ses mains. Au début, tu réfléchis à chaque touche, puis d'un coup ça bascule. Tes doigts savent. Dans Hotline Miami, ce sont mes doigts qui savent comment tuer efficacement une pièce entière sans que j'ai besoin de réfléchir à ce que ça signifie. Et c'est exactement là, dans ce glissement du jeu ultra dur vers la transe ultra fluide, que le piège commence à se refermer. Pour l'instant, pourtant, tout va bien. Je suis juste content de voir mon score grimper, d'entendre le petit bruit agréable quand je débloque un nouveau masque, de sentir que chaque mort me rend un peu plus efficace. Je ne me pose pas encore la question de savoir qui je suis en train de tuer, ni pourquoi. Hotline Miami, pour l'instant, c'est juste ce jeu incroyablement fun, où je recommence la même violence encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. Au bout d'un moment, dans Hotline Miami, tu n'as plus l'impression de découvrir le jeu, tu as l'impression d'être dressé. Tu te réveilles, tu réponds au téléphone, tu mets un masque, tu sors, tu tues tout ce qu'on t'a dit de tuer, tu repasses par une boutique où on te file un truc gratuit, et puis tu recommences. C'est presque rassurant. À un moment, devant mon immeuble, je croise un concierge, mais cette interaction n'est pas très importante. Et comme souvent dans la vraie vie, c'est au moment où tu commences à trouver ta routine confortable que ça déraille vraiment. C'est comme quand tu joues à un jeu de gestion, tout fonctionne jusqu'au bug, le petit imprévu qui vient fissurer les habitudes. La première fissure, elle revient de là où tout a commencé. La salle noire, les 3 chaises, les 3 masques. On y retourne, comme dans un rêve récurrent. Le cheval est toujours inquiet, entouré par son halo bleu. Le coq est toujours posé au centre, la chouette toujours rouge de haine. Sauf que cette fois, le ton a changé. Le cheval me répète que plus je me souviens, moins il aime ce qu'il voit. La chouette ne fait plus semblant. Elle me dit carrément qu'elle a du dégoût pour moi. Et au milieu, le coq se contente de poser des questions comme un psy particulièrement passif-agressif. Il me demande si j'aime faire du mal aux gens. Il me rappelle que jusqu'ici, je n'ai pas vraiment cherché à savoir pourquoi je faisais tout ça. Je ne réponds rien parce que le jeu ne me laisse pas répondre, mais au fond, je sais que la réponse, c'est juste le gameplay fonctionne. C'est comme dans Binding of Isaac, chaque étage ajoute une couche de plus de monstruosité visuelle et de symbolique malsaine. Mais toi, tu es tellement concentré à bien viser que tu en oublies complètement que tu es en train de tirer sur des fœtus. Sur le terrain, la violence continue de monter en régime. Las de l'élimination de mafieux par paquet de 12, le jeu finit par me coller à un boss un peu différent des autres. Un colosse en gilet pare-balles, entouré d'hommes de main, enfermé dans une pièce qu'on ne peut pas encore ouvrir. Je fais mon petit nettoyage habituel, je meurs, je recommence, je trouve la bonne route, je tombe les gardes un par un. Quand je descends enfin du rez-de-chaussée, le type sort de sa pièce comme un taureau lâché dans l'arène. Lui, détail qui compte, ne meurt pas en un seul coup. Il encaisse, les armes blanches le chatouillent à peine. Ce n'est pas un combat de boss avec 10 phases, c'est juste un sac à PV sur pattes. Et ce côté banal est presque plus perturbant. Ce n'est pas un démon, pas un monstre, juste un type qui met plus longtemps à mourir que les autres. Et quand c'est fini, le jeu ne coupe pas. Dans la pièce où il se terrait,
Il y a une femme allongée, figée comme anesthésiée. Elle n'est pas là par choix, ça se voit tout de suite. Elle me demande soit de la tuer, soit de la sortir de là, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Jacket, qui n'a jamais prononcé une seule ligne de dialogue, la prend sur son épaule, et la ramène chez lui. Sans rien dire, le jeu vient de me montrer 2 choses sur lui. Il a vomi après avoir tabassé un clochard innocent à la batte, il a choisi de sauver cette femme, plutôt que de finir le travail. Le même type qui peut raser un étage entier sans hésiter a, quelque part, un bout d'humanité. Moi, de mon côté, je suis surtout content d'avoir réussi un boss sans trop galérer, et j'accueille cette nouvelle colocataire comme un élément de décor en plus. C'est dans l'appartement que le changement se voit le plus. Au fil des missions, le bordel ambiant se réduit. Les cartons de pizza disparaissent peu à peu, certaines taches au sol aussi. La fille que j'ai sauvée traîne tantôt sur le canapé, tantôt dans le lit, comme si une sorte de vie normale essayait de repousser dans ce trou à rats. Jacket ne change pas de blouson, ne change pas d'expression, mais son environnement se met à ressembler vaguement à celui d'un être humain qui a retrouvé une raison de se lever le matin. À l'extérieur, en revanche, tout devient plus dangereux. On attaque une planque de mafieux, puis un club, puis un casino. Le casino, d'ailleurs, c'est un tournant. Le niveau est grand, ouvert, envahi d'ennemis armés jusqu'aux dents. Ici, venir au corps à corps avec une batte, c'est signer son arrêt de mort. La façon logique de jouer, c'est d'abuser des armes à feu, de vider des chargeurs dans la foule en priant pour que personne ne soit hors champ en train de te mettre une balle perdue. C'est le moment parfait pour sortir les masques qui augmentent l'apparition des armes. Le jeu te susurre littéralement à l'oreille, vas-y, défoule-toi. Et il ajoute des petites mécaniques pour pimenter le tout. Des fenêtres immenses qui transforment chaque couloir en stand de tir. Des passages par l'extérieur du bâtiment où tu marches au bord du vide. Dans un de ces niveaux, en marchant sur la corniche, je croise un concierge qui me regarde avec le même sourire étrange que celui de mon immeuble. Comme s'il était au courant de ce que je suis venu faire. C'est la 2e fois que je vois ce type, avec la même tenue dans un autre lieu, comme un bug dans la matrice. Et le jeu ne prend même pas la peine de l'expliquer. Pendant ce temps, Beard continue d'être partout. Après une mission, je vais à la supérette. Il est derrière la caisse, barbu, sympa, un peu inquiet pour moi. Mission suivante, je termine au restaurant. Même barbe, même voix, même attitude, il me file une pizza gratuite. Mission d'après, je termine dans un vidéoclub. Devine qui tient le comptoir. Toujours lui. Au début, je me dis ok, c'est un running gag. Puis, à force d'entendre ces petites phrases sur les massacres récents dans la ville, sur les Russes qui se font descendre, sur les clients qui disparaissent, ça commence à sonner bizarre. Il y a un moment où il laisse tomber une info clé. La police pense qu'il n'y a pas qu'un seul tueur masqué, mais plusieurs. Je ne suis pas le monstre qui traîne dans les journaux. Je suis juste un exemplaire parmi d'autres. Un produit en série, dans une ville qui commence à paniquer. Lui, pourtant, continue de me servir des boissons et des pizzas pour la maison, comme si on parlait de mes soucis de couple et pas de mes tournées de meurtre. Un soir, pendant une mission, le téléphone sonne. Et la voix habituelle ne me laisse même pas le temps de rentrer me poser. Pas de pause au bar, pas de passage par la case détente chez Beard. On m'enchaîne 2 missions dans la même nuit. Il y a un problème urgent dans un bâtiment de téléphonie, une sorte de boîte par où transitent ces appels anonymes qui rythment ma vie. Quand j'arrive sur place, le silence est assourdissant. Les couloirs sont déjà remplis de corps. Pas de garde en mouvement, pas de patrouille, rien. Juste des cadavres partout, comme si quelqu'un avait fait mon travail à ma place, mais sans moi. C'est la première fois qu'Hotline Miami me met face à une scène de carnage dont je ne suis pas l'auteur, alors que la mise en scène est exactement la même que d'habitude. Même flaque, même position, même sensation de puzzle résolu. Sauf que cette fois, je n'y étais pas. Au 2e étage, je trouve la cause de tout ça. Un type en blouson de motard, casque vissé sur la tête, armé d'un énorme couteau. Il me fonce dessus sans un mot, et le jeu bascule en combat de boss. Là, mon petit confort de tueur optimisé explose. Impossible de l'enchaîner comme les autres. Les armes de jet n'ont aucun effet. Le contact direct est suicidaire, et lui se déplace aussi vite que moi. Je meurs beaucoup. Le combat est construit comme un duel de réflexes et de timing. Le motard rush, tape, est temporairement invulnérable pendant son animation, puis il finit par me lancer sa hachette à la figure. Si je l'esquive, il revient la récupérer. Et c'est à cet instant précis, ce micro-mouvement, que je dois le frapper pour lui mettre enfin un coup. Ensuite, la boucle recommence, un peu plus agressive à chaque fois. Je meurs beaucoup. Je recommence. Sur le papier, c'est simple. En pratique, je tombe dans un tunnel de frustration pure. Je spamme la touche de restart plus vite que mes neurones. Je finis par faire ce que tout joueur raisonnable devrait faire avant de balancer son écran par la fenêtre. Je pose la manette, je respire, je reviens. Ce petit rituel de pause forcée, je l'ai vécu aussi sur Cuphead, quand tu réalises qu'insister sur un boss en boucle ne fait qu'aggraver ta crispation et que la seule vraie amélioration de ton skill par le fait d'accepter de t'arrêter 5 minutes. En reprenant, je comprends que courir partout en rond ne fait qu'empirer les choses. Je me force à rester au centre de la pièce, à ne me déplacer qu'au dernier moment, à esquiver en restant parallèle au mur pour ne pas me retrouver coincé dans un angle. Une fois que le schéma est rentré dans la tête, ça devient presque une danse. Et quand je gagne enfin, le jeu ne me félicite pas. Jacket lui écrase le crâne au sol, et le motard, dans un dernier souffle, lâche qu'il était tout près de s'en sortir. Je n'ai pas particulièrement de compassion pour lui sur le moment, c'est juste un autre ennemi qui m'a fait perdre 10 minutes de ma vie. Pourtant, c'est un point de bascule. Le jeu vient de me présenter un autre moi, un autre tueur masqué suffisamment compétent pour faire ce que je fais et en mieux, suffisamment malheureux pour vouloir s'arrêter. Je n'ai clairement pas toutes les infos, mais je sens que ce duel n'est pas juste un duel de plus, c'est un miroir que je refuse un peu de regarder. Après ça, je retourne au club, où je passe régulièrement voir Beard. Sauf que cette fois, la salle est vide. Pas de clients, pas de musique, pas d'ambiance. Beard est inquiet, il parle d'une mauvaise énergie dans l'air, d'un truc horrible qui a dû se passer dans la nuit. Moi, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai vu, mais le jeu ne me laisse toujours pas connecter les points. Retour dans la salle noire. La chouette ne supporte plus de me voir, et elle préfère partir. Le cheval, toujours paternaliste, me dit que je ne vais pas bien, que je devrais peut-être voir un médecin. Le coq, lui, annonce 3 choses. Quelqu'un que je connais n'est pas celui que je crois. Quelque chose va m'être enlevé. Et le 21 juillet,
Je me réveillerai dans une maison plus grande. C'est dit de façon tellement posée que ça en devient presque comique. Le jeu me balance littéralement une prophétie en cutscene. Et moi, comme un idiot, je remets mon masque et je pars pour une mission de plus, parce que c'est ce que le jeu m'a appris à faire. Et là, la réalité part vraiment en vrille. Dans une supérette, un cadavre par terre se met à me parler. Beard m'assure que tout ça n'est pas réel, me demande d'observer, et quand je regarde de nouveau, le corps a disparu. À la pizzeria, un homme avec un trou béant dans le crâne discute avec moi comme si de rien n'était. Dans une autre scène, c'est Beard, lui-même, que je retrouve allongé au sol, mort, remplacé au comptoir par un type chauve, aux yeux verts, qui me serre avec le même sourire, comme si l'univers avait fait un copier-coller foireux. Et plus l'émission avance, plus les niveaux semblent envahis par la police. Un jour, alors que je viens de finir de vider un bâtiment, des snipers se mettent en place derrière les fenêtres. Des flashs bleus et rouges envahissent les vitres, et un escadron de flics débarque par l'entrée principale. Pour la première fois depuis le début, Hotline Miami me force non pas à nettoyer un lieu, mais à fuir. Je descends le niveau en sens inverse, en évitant les projectiles, comme une souris piégée dans son propre labyrinthe. Et puis, arrive la vraie cassure. Une nuit, je rentre à l'appartement. La porte est entr'ouverte. La musique déjà lourde en temps normal devient presque inaudible. Ma petite bulle de normalité, la fille sauvée, le salon enfin rangé est éventré. Elle est morte. Un homme avec un masque de rat est là, dans mon salon. Arme à la main, il me tire dessus. Et l'écran ne fait pas son habituel flash restart. Cette fois, quand l'image revient, je vois mon propre corps étalé par terre. Le coq, celui du salon noir, est assis à ma place, calme, presque triste. Il me dit que désormais, rien de ce que je vais faire n'aura d'importance, que tout ça est ma faute, et que la seule chose raisonnable à faire, ce serait de me reposer. Quand je traverse la porte suivante, mon blouson a disparu. Je suis en tenue d'hôpital, je me tiens au pied d'un lit où un homme est allongé. La boucle est cassée, littéralement. Plus de téléphone qui sonne dans l'appartement, plus de pizza offerte, plus de Beard. Je ne le sais pas encore en jouant, mais tout ce que je viens de traverser, toutes ces séquences un peu floues, ces PNJ dupliqués, ce sont les souvenirs que Jacket revit et déforme dans le coma. Et moi, devant mon écran, je suis partagé entre deux réactions. D'un côté, j'ai envie de connaître la suite, de comprendre enfin ce qui se passe. De l'autre, je sens bien que je suis fondamentalement en train d'entendre une chose, la prochaine mission, la prochaine salle à optimiser, la prochaine poignée de Russes à aligner. Quand Jacket ouvre enfin les yeux, on comprend finalement la prophétie. Maison plus grande, ce n'était pas une villa, c'était l'hôpital. Quelqu'un va être arraché, c'était la fille sur le canapé. Le genre de prophétie où tu réalises que tu aurais préféré qu'elle ne se réalise pas. Le jeu ne me lâche pas la main pour autant, il me la casse. La première séquence après le coma, ce n'est pas un grand retour héroïque, c'est une fuite misérable. Dans la chronologie officielle, cette scène arrive plusieurs mois après la fusillade de l'appartement. Jacket ayant passé tout ce temps dans le coma à revivre et tordre ses souvenirs avant de réussir enfin à se traîner hors du lit d'hôpital. Jacket se traîne alors dans les couloirs, à moitié nu, branché à rien, mais encore trop faible pour courir. Si tu restes trop longtemps appuyé sur la touche de déplacement, il tombe à genoux, essoufflé. Les infirmiers et les policiers patrouillent, et si l'un d'eux te voit, on te ramène dans la chambre comme si tu n'étais qu'un patient un peu agité. En pratique, moi, je suis en train de galérer comme un rat dans un labyrinthe à caler mon pas chancelant entre deux routines d'IA. C'est une inversion totale de ce que le jeu m'a appris. Jusqu'ici, j'étais un prédateur hyper rapide qui remplissait des pièces de cadavres en 10 secondes. Là, je rase les murs en espérant que personne ne me remarque et le moindre sprint raté m'abandonne au milieu du couloir, à quatre pattes, vulnérable. Quand je finis par atteindre la sortie, je n'ai pas le sentiment d'avoir dominé le niveau. J'ai juste survécu en boitant, en espérant que la prochaine étape me rende ce que le jeu m'a appris, ma vitesse, mon contrôle, ma capacité à être un monstre efficace. La suite est presque rituelle, Jacket retourne chez lui. L'appartement est vide, silencieux, figé dans son état de scène de crime. Il enfile son blouson comme si c'était en uniforme et reprend les clés de sa voiture. Là, c'est clair. La phase victime est terminée. Le gars qui a massacré la moitié de la pègre de Miami se rappelle qui il est et décide d'appliquer cette compétence à un autre objectif. On ne m'envoie plus sur des Russes au hasard. Je ne vais plus travailler. Je vais me venger. Donc on se rend au commissariat, en solo, couloir étroit, flic armé. Tu te montres, tu te fais pulvériser. Alors je joue le puzzle, je fais du bruit, j'attends, je tire. Et quand ça part en vrille, je suis entraîné. Esquiver, tirer, esquiver, rater, R, flash, retour. Et je recommence, jusqu'à ce que ça passe. C'est un siège, à toi tout seul, mais le jeu ne te fait aucune morale. Il t'offre juste un de ses meilleurs problèmes sanglants, avec des couloirs étroits, des fusils d'assaut. Et tu le prends ce puzzle. Tu le prends avec plaisir parce que c'est exactement le genre de situation où tu peux mettre à profit tout ce que tu as appris. Au bout du couloir final, dans une cellule, je tombe sur lui. Le type au regard vert. Le meurtrier de ma petite amie. Pas de scène de procès, pas d'interrogatoire élaboré. Il explique que ce n'est rien de personnel, qu'il a reçu des appels lui aussi. Jacket le descend dans sa cellule, sans trembler. Puis il fouille les dossiers de la police. Les documents parlent des autres meurtriers. Tout un petit réseau de psychopathes fonctionnels disséminés dans la ville, nourris par le même standard téléphonique. Les documents pointent vers un bâtiment particulier, un endroit d'où proviendraient les appels.
Quand je débarque dans l'immeuble indiqué, c'est reparti pour un carnage méthodique. Étage à nettoyer, garde à contourner, chien à éviter, fusil automatique à récupérer. Tout ça m'amène à un boss qui ressemble à une parodie de méchant de film. Une salle luxueuse, 2 panthères roses qui te foncent dessus, une garde du corps à l'épée, puis un type en costard qui vit dans SMG en ricanant. Et je ne vais pas mentir, ce combat m'a bien gavé. Les panthères n'encaissent les coups qu'au moment précis où elles se jettent sur toi. Tout le reste du temps, elles glissent comme des projectiles vivants. Tu passes donc de longues minutes à appuyer trop tôt ou trop tard, à rater le timing, à appuyer sur R, à recommencer. Et quand tu commences à piger, quand tu arrives enfin à les tuer toutes les deux, la garde du corps débarque, dit 2 phrases et te lance une lame à la tronche. La première fois, je me la prends, évidemment. Retour à la case panthère. La deuxième tentative, en revanche, est ridicule. Tu évites son couteau, tu la touches une fois, terminé. Le grand patron se contente de te cribler de balles derrière un bureau. Tu te caches, tu attends la fin de son chargeur et tu lui envoies des couteaux dans la tête. C'est presque une blague ce boss final. Et il finit par se suicider, histoire de ne même pas t'offrir le plaisir symbolique de lui porter le coup final. Alors tu montes encore 2 étages. Tu tombes sur un vieux, en fauteuil roulant, posé devant la baie vitrée. Il t'attend. Il sait qui tu es, il sait ce que tu as fait. Il sait que vous avez tous les deux provoqué des horreurs. Il t'explique que tout ça avait un objectif politique, que tu n'étais qu'un pion, et que ça n'a jamais eu vocation à être propre. Il n'essaie pas de t'acheter, il ne cherche pas à se justifier vraiment. Il constate. Jacket sort son arme, lui tire dessus et va fumer une clope sur le balcon pendant que le générique commence à défiler sur la ville. L'histoire pourrait s'arrêter là. Un tueur manipulé par des extrémistes va jusqu'au sommet de la pyramide, élimine le patron et s'abîme dans son propre silence. Sauf que Hotline Miami n'a pas fini. Cette fois, je ne contrôle plus Jacket. Je suis l'autre. Le motard. La première scène avec lui, ce n'est pas un massacre stylé, c'est un interrogatoire dans une cuisine. Il tient quelqu'un par le col, littéralement, et lui balance des questions que Jacket n'a jamais osé poser. C'est quoi ce groupe dont tu m'as parlé? Tu trouves ça toujours aussi excitant? On comprend que quelqu'un lui a vendu cette histoire de club ou de mouvement qu'il a accepté au début parce que ça avait l'air fun et qu'il veut maintenant en sortir. Sauf que quand tu as déjà abattu des douzaines de personnes pour une organisation, tu ne rends pas ta carte de membre en envoyant un mail. Un point intéressant, c'est que là où Jacket est entouré de désordre et de ruines, le motard, lui, vit dans un appartement rangé, presque coquet. Tout est à sa place. Son casque et son blouson trônent bien en vue. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux, mais ça donne une nuance. Lui ne s'est pas complètement abandonné au chaos. Dans ses missions, il n'a qu'une arme au corps à corps, un gros couteau, boosté à l'extrême. Il ne ramasse aucun autre équipement. Il la garde du début à la fin. Tout est dans la vitesse, dans la précision. Il a des couteaux de lancer à usage limité pour s'occuper des ennemis à distance. C'est brut, c'est sec. C'est presque plus gore, parce que la moindre attaque coupe les sprites en deux, arrache des morceaux. On a l'impression que le jeu veut que je sente le tranchant, pas seulement l'optimisation. Comme on s'en doutait, c'est lui qui arrive en premier à la compagnie de téléphone. Et là où dans la campagne de Jacket, j'étais tombé sur ce bâtiment déjà tapissé de cadavres, ici je le traverse et les gens sont vivants. Et c'est là que le jeu me met une vraie baffe. Les employés ici ne sont pas armés. Ils se cachent sous les bureaux, lèvent les mains, reculent. Je peux les ignorer, passer à côté, aller directement au dernier étage pour pirater le PC. Le level design me le permet, mais je ne le fais pas. Je les tue parce que la musique tourne à fond, que j'ai un couteau dans la main, que Hotline Miami m'a conditionné depuis des heures à considérer chaque sprite qui bouge comme un obstacle, et que quelque part au fond, je veux jouer le niveau. Alors je taille dans le tas, et je constate ensuite que le découpage des salles, les angles, tout est fait pour que ce soit simple de les éviter. Et là j'ai un déclic. C'est pour ça que, du point de vue de Jacket, quand il arrive dans ce même bâtiment plus tard, tout le monde est déjà mort. Les développeurs ont parié que je choisirais la violence, même quand ce n'est plus nécessaire, même quand le jeu ne m'y force plus. Ils étaient tellement sûrs de moi qu'ils ont mis ce fait accompli dans la chronologie de l'autre personnage. C'est comme s'ils me regardaient, dès le tutoriel, en se disant « Toi, on sait comment tu vas jouer ». Une fois que le motard a piraté la machine, il apprend où se cachent ceux qui orchestrent les appels. Dans la salle, on rejoue le fameux duel contre Jacket, mais de l'autre côté de la lame. Et cette fois, c'est le motard qui balance le couteau de lancer au bon moment et qui voit Jacket tomber pour de bon. Lui se relève, repart sur sa moto et continue son enquête. On se retrouve donc avec 2 versions de la même scène, 2 victimes qui se souviennent avoir gagné. Dans la version de Jacket, le motard meurt écrasé, crâne en miettes. Dans celle du motard, c'est Jacket qui s'effondre. Selon moi, la solution la plus crédible, ce n'est pas que l'un des deux a raison, c'est que les deux ont tort. Ils se sont probablement entretués, ou du moins gravement blessés, et chacun reconstruit le combat à sa manière. Le motard rentre chez lui, reçoit un appel à peine voilé, on lui rappelle ce cercueil qu'il a commandé. En gros, on le prévient qu'on sait où il habite et qu'il est plus simple de creuser sa tombe tout de suite. Il comprend que la seule manière de sortir de ce cercle, ce n'est pas de demander gentiment, c'est de remonter à la source et de la casser. Son plan est plus intelligent que celui de Jacket. Il utilise les lettres que tu peux trouver avec le masque de chouette dans les niveaux pour reconstituer un mot de passe, tape ce code dans le PC des organisateurs et descend dans le sous-sol. Là, il tombe sur une salle remplie de téléphones, un centre de commande improvisé. 2 types l'attendent, assis, tranquillement. Les concierges qu'on avait croisés dans les couloirs des immeubles. Ceux qui nous regardaient passer avec ce fameux sourire en coin. C'est eux les standardistes de l'apocalypse. Et c'est là que Hotline Miami lâche un truc très méta. Parce que dans la fiction, oui, ce sont juste 2 types mafieux, planqués dans une cave à téléphone, qui orchestrent les appels. Mais ils ressemblent aussi énormément aux 2 créateurs du jeu, et certaines de leurs répliques sonnent comme si les développeurs te parlaient directement. Du coup, tu te retrouves face à eux comme face à une version pixelisée de l'intention du jeu. Cette fois, ce n'est pas le personnage qui pose des questions, c'est moi, le joueur, qui choisit dans une petite liste. Pourquoi vous faites ça? Qui vous paie?
Est-ce que vous réalisez ce que vous avez provoqué? La réponse, en gros, c'est oui, ils savent. Et non, ils ne regrettent rien. Dans l'histoire, ils te servent l'explication, des convictions politiques. Mais le vrai coup de couteau, c'est ce qu'ils te renvoient à toi. Comme si le jeu disait tu cherches une bonne excuse, mais t'en avais pas besoin. Eux ont juste passé des coups de fil. Toi, tu as pris la manette. Tu as pris plaisir à optimiser chaque mise à mort. Tu t'es acharné sur des niveaux remplis de gens désarmés alors que tu pouvais traverser sans tuer. Et au fond, c'est ça leur accusation. Eux ont fourni une règle minimale. Et toi, tu en as tiré le maximum, juste parce que c'était satisfaisant. C'est là que tout ce que le jeu a semé depuis le début se cristallise. Les 3 masques animaux du début, par exemple, ce ne sont plus juste 3 types bizarres sur des chaises. Rétrospectivement, le cheval, c'est la part animale, qui veut fuir la douleur et ne pas se rappeler. Le coq, c'est le médiateur, celui qui te pose des questions et te force à regarder la réalité en face, quitte à te déranger. La chouette, c'est la conscience morale qui te juge, qui te condamne. Et là, difficile de ne pas penser à Disco Elysium, où tes pensées sont littéralement mises en scène comme des voix qui viennent commenter tes choix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Disco Elysium. Je vous mettrai le lien en écran de fin de la vidéo. Tout ce que Jacket vit pendant son coma, les beards qui se multiplient, les morts qui parlent, le type aux yeux verts qui remplace tout le monde, ce n'est pas seulement du délire à base de drogue gratuit. C'est sa manière de recoller les morceaux d'une histoire qu'il ne contrôle plus. Et en parallèle, moi, je continue de m'éclater sur les mécaniques. Et c'est précisément là, dans ce décalage complet entre la détresse symbolique des personnages et mon plaisir ludique, que Hotline Miami veut me coincer. À la fin de cette partie, j'ai tout. L'histoire politique, la structure en coma mémoire, la fonction réelle des masques, le rôle du motard, la nature des appels et les motivations complètes de ce petit complot fictif. Maintenant que j'ai vu le générique et recollé les morceaux, le constat étant un peu gênant. Oui, je me suis éclaté. Et oui, le jeu le savait très bien. Parce que si on met la violence de côté 2 secondes, Hotline Miami c'est une machine de game design presque parfaite. Die and retry instantané, niveau puzzle, masque qui change ta manière de jouer, musique qui ne te lâche pas. Tout est fait pour te mettre dans un état de transe et te pousser à recommencer jusqu'à ce que ça devienne une chorégraphie. Et par-dessus, il y a la couche qui pique. Le jeu te laisse kiffer. Puis il te force à marcher sur les cadavres. Il te rappelle que t'es pas un héros, juste un type qui exécute des ordres absurdes. Le malaise de Hotline Miami, au fond, il est là. Tu peux comprendre que tout ça est malsain, et malgré tout, continuer à trouver ça incroyablement satisfaisant. Mais moi, je ne ressors pas traumatisé. Je ressors avec un mélange bizarre, respect pour l'intention, et plaisir assumé pour les mécaniques. Enfin, voilà. Hotline Miami, en gros, c'est ça.